Le principe de précaution est une notion qui a émergé dans les débats contemporains pour encadrer nos actions face à l'incertitude scientifique et technique. Il stipule que, lorsqu'une activité représente des risques potentiels pour l'environnement ou la santé humaine, et que ces risques ne sont pas pleinement établis scientifiquement, des mesures préventives doivent être mises en place pour les éviter, même si la certitude scientifique fait défaut. Cette approche se distingue de la simple prudence ou de la prévention traditionnelle. La prudence implique une évaluation des risques, basée sur les connaissances disponibles, tandis que la prévention s'applique lorsque les dangers sont déjà identifiés. Le principe de précaution, quant à lui, s'applique dans les situations d'incertitude, où les preuves scientifiques sont insuffisantes pour établir un lien direct entre une action et un dommage. Il invite à l'action préventive face à l'incertitude, en mettant l'accent sur la responsabilité envers les générations futures et la prévention de l'environnement. L'une des figures majeures ayant influencé ce principe est le philosophe allemand, Hans Jonas. Dans son ouvrage « Le principe responsabilité », publié en 1979, Jonas souligne que les avancées technologiques confèrent à l'humanité un pouvoir sans précédent sur la nature, mais également la capacité de causer des dommages irréversibles. Il introduit la notion de responsabilité. Comme une obligation morale de protéger l'avenir de l'humanité et de la planète. Selon lui, cette responsabilité impose de prendre en compte les conséquences potentielles de nos actions, même en l'absence de preuves scientifiques définitives. Le principe de précaution a été formalisé au niveau international lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, où il a été convenu que face à des menaces graves et irréversibles à l'environnement ou à la santé, l'absence de certitude scientifique ne devrait pas servir d'excuse pour retarder l'adoption de mesures préventives. Ce principe a ensuite été intégré dans divers cadres juridiques et politiques, reflétant une reconnaissance de la nécessité d'agir face à l'incertitude. Le principe de précaution nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous équilibrons les bénéfices du progrès technologique avec les risques potentiels qu'il pourrait engendrer. Ce principe invite à une éthique de la responsabilité, où la prudence et la prévoyance guident nos actions, afin d'assurer un avenir durable et sûr pour les générations à venir. Pensez-vous que le progrès technologique peut être néfaste pour l'humanité ? Avoir le choix est-il toujours une bonne chose ? La question de savoir si avoir le choix est toujours bénéfique invite à une réflexion sur la nature même de la liberté et de la responsabilité humaine. Dans nos sociétés modernes, le choix est souvent perçu comme un pilier de la liberté individuelle. Les révolutions des démocraties libérales du XVIIIe siècle ont refondé les sociétés occidentales sur l'idée que la liberté se manifeste par la capacité de choisir. Cette conception lie étroitement liberté et responsabilité, suggérant que plus nous avons de choix, plus nous sommes libres et responsables de nos actions. Cependant, cette association entre choix et liberté est complexe. La notion de choix implique la possibilité de délibérer et de décider entre différentes options. Pourtant, cette capacité de choisir n'est pas toujours synonyme de liberté totale. Nos choix peuvent être influencés, voire déterminés, par des facteurs externes tels que la culture, la société, l'éducation ou encore des facteurs internes, comme nos désirs inconscients et nos conditionnements personnels. Ainsi, sommes-nous réellement libres de choisir ? Ou bien, nos choix sont-ils le reflet de ces influences multiples ? Le fait d'avoir trop de choix peut paradoxalement mener à une forme de paralysie. Face à une multitude d'options, il devient difficile de prendre une décision, ce qui peut engendrer de l'anxiété et du stress. Ce phénomène, parfois appelé paradoxe du choix, suggère que la surabondance d'options peut nuire à notre bien-être, remettant en question l'idée que plus de choix est toujours bénéfique. La notion de responsabilité est également intrinsèquement liée. Dans nos sociétés, être responsable implique souvent d'assumer les conséquences de nos choix. Cependant, si nos choix sont influencés par des facteurs hors de notre contrôle, jusqu'à quel point pouvons-nous être tenus responsables de nos actions ? Cette question soulève des débats sur la justice et la responsabilité morale, notamment dans les situations où les individus agissent sous contrainte ou en raison de circonstances atténuantes. En somme, la capacité de choisir est essentielle à notre expérience en tant qu'être humain, mais elle est également source de complexité. Elle soulève des questions sur la véritable nature de la liberté, l'influence des déterminismes sur nos décisions et la manière dont nous assumons la responsabilité de nos actions. Réfléchir à ces enjeux nous invite à examiner de près les structures sociales, culturelles et psychologiques qui façonnent nos choix, et à considérer si davantage de choix conduit réellement à une plus grande liberté ou si au contraire, cela peut devenir un fardeau.
Quand est-ce qu'un objet cesse d'être lui-même? Le paradoxe du bateau de Thésée est une réflexion philosophique ancienne qui interroge la nature de l'identité et la continuité à travers le changement. Cette énigme invite à méditer sur ce qui constitue l'essence d'un objet, bien d'un être, et comment cette essence peut subsister malgré des transformations radicales. Selon la légende rapportée par Plutarque, le héros grec Thésée, après avoir vaincu Minotaure, entreprit un voyage de retour vers Athènes. Au fil du temps, le navire qui le portait subsistait d'usure. Pour préserver le vaisseau, les Athéniens remplaçaient progressivement les planches endommagées par de nouvelles pièces. Ce processus de réparation continua, jusqu'à ce que chaque composant du navire soit remplacé. La question qui en découle est donc, le navire ainsi reconstruit est-il toujours le même que celui d'origine? L'une des interrogations centrales est de savoir si l'identité d'un objet réside dans la matière dont il est composé ou dans sa forme et sa fonction. Si chaque planche du navire est remplacée, l'objet conserve-t-il son identité ou bien, dès que la matière change, une nouvelle entité émerge-t-elle? Le paradoxe met en lumière la tension entre continuité et changement. Un objet peut-il demeurer identique s'il subit des modifications continues? Cette réflexion s'étend au-delà des objets animés, pour englober les êtres vivants et même les institutions sociales. Ce dilemme s'applique également à la notion d'identité personnelle. À mesure que notre corps et notre esprit évoluent, restons-nous fondamentalement les mêmes individus? Les changements physiques, cognitifs et émotionnels affectent-ils notre essence? Le paradoxe du bateau de Thésée trouve des échos dans divers domaines modernes. Dans la biotechnologie et la médecine, les avancées médicales permettent de remplacer des organes ou des tissus humains. Sommes-nous toujours les mêmes avec le poumon de quelqu'un d'autre? De même pour les technologies et les objets numériques, le paradoxe du bateau de Thésée ne cherche pas une réponse définitive, mais invite chacun à réfléchir sur la nature de l'identité, mais sur ce qui définit réellement un objet ou un individu à travers le temps. Est-ce que c'est la constance de la matière, la préservation de la forme, la continuité de la fonction ou bien une combinaison de ces éléments qui fait qu'un objet reste le même? Et pour vous, quand est-ce qu'un objet cesse d'être lui-même? L'homme est-il bon par nature? La question de savoir si l'homme est bon par nature a traversé les siècles, nourrissant les débats philosophiques et moraux. Cette interrogation plonge ses racines dans les écrits de penseurs tels que Jean-Jacques Rousseau et Emmanuel Kant, chacun offrant une perspective unique sur la nature humaine. Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle, propose une vision selon laquelle l'homme, à l'état naturel, est intrinsèquement bon. Dans son ouvrage « Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes », il imagine un état de nature où l'homme vit isolé, guidé par deux principes fondamentaux, l'amour de soi et la pitié. L'amour de soi est l'instinct de préservation, une quête naturelle du bien-être personnel, tandis que la pitié est une répulsion innée face à la souffrance d'autrui. Selon Rousseau, c'est la société, avec ses institutions et ses inégalités, qui pervertit cette bonté originelle, transformant l'homme en un être compétitif et égoïste. Il écrit « L'homme est bon par nature, c'est la société qui le corrompt ». En revanche, Emmanuel Kant, philosophe des Lumières, offre une perspective différente. Pour lui, l'homme n'est ni intrinsèquement bon, ni mauvais. Il soutient que la moralité n'est pas une caractéristique innée, mais qu'elle émerge lorsque la raison humaine reconnaît et adhère au concept du devoir de la loi morale. Dans son ouvrage « Fondement de la métaphysique des mœurs », Kant explique que l'homme, par nature, est dépourvu de moralité. Ce n'est que lorsque sa raison s'élève et comprend les principes moraux de l'individu qu'il devient capable d'agir moralement. Ainsi, selon Kant, la moralité est le résultat de l'évolution de la raison humaine et de l'adhésion volontaire à des principes éthiques. Ces deux visions opposées invitent à une réflexion profonde sur la nature humaine. Si l'on adhère à la perspective de Rousseau, cela suggère que les structures sociales et culturelles sont responsables de la corruption sociale, et que le retour à une simplicité originelle pourrait restaurer la bonté humaine. En revanche, si on suit la pensée de Kant, cela implique que la moralité est une conquête de la raison, nécessitant un effort conscient pour comprendre et appliquer des principes éthiques. Cette divergence soulève des questions essentielles. Sommes-nous le produit de notre environnement social, ou la moralité est-elle une construction individuelle?
de la raison? Et dans quelle mesure nos actions sont-elles influencées par des facteurs externes ou par notre capacité innée à raisonner moralement? En fin de compte, cette interrogation sur la bonté naturelle de l'homme nous pousse à examiner les origines et nos comportements. Elle nous invite à considérer si nos inclinations morales sont le résultat de notre éducation, de nos sociétés et de nos cultures, ou alors si celles-ci découlent d'une essence morale innée, indépendante des influences extérieures. Et toi, penses-tu que l'homme est bon par nature ? La question du libre arbitre a longtemps occupé les philosophes, les scientifiques et les penseurs de tous horizons. Nos choix sont-ils réellement libres ou sommes-nous déterminés par des facteurs extérieurs ou bien intérieurs? Cette interrogation touche au cœur de notre identité, de notre responsabilité morale et de notre compréhension du monde. Le libre arbitre est généralement défini comme la capacité de l'individu à faire des choix de manière autonome sans contrainte extérieure, reflétant ainsi une forme de liberté personnelle. Cependant, certains philosophes tels que Baruch Spinoza remettent en question cette notion. Selon lui, l'idée que nous agissons librement est une illusion. Il suggère que nos désirs et actions sont le résultat de causes antérieures, souvent inconscientes, et que nous ignorons les véritables motifs qui nous poussent à agir. Ainsi, même si nous avons l'impression de choisir librement nos décisions, cela ne serait en réalité que le produit de déterminisme que nous ne percevons pas. Nos choix sont constamment influencés par de multiples facteurs. Notre environnement, nos éducations et cultures façonnent-ils nos valeurs et nos perceptions? Nos expériences passées, nos traumatismes et notre état émotionnel influencent-ils nos décisions présentes? Nos choix sont-ils constamment influencés par de multiples facteurs? Notre génétique et notre neurobiologie jouent-elles des rôles majeurs dans nos préférencements et dans nos comportements? Ces influences, souvent subtiles et inconscientes, nous amènent à nous interroger. Dans quelle mesure sommes-nous maîtres de nos choix? Des recherches en neurosciences ont également alimenté ce débat. Des expériences, comme celle menée par Benjamin Libet, ont montré que l'activité cérébrale précède souvent la conscience et que nous avons notre intention d'agir. Cela suggère que nos cerveaux prennent des décisions avant même que nous en soyons conscients, remettant en question l'idée d'un libre arbitre conscient. Si nos actions sont déterminées par des facteurs au-delà de notre contrôle, cela a des implications profondes sur la responsabilité morale et sociale. Pouvons-nous vraiment être tenus responsables de nos actes si nous ne sommes pas véritablement libres de les choisir? Cette question est essentielle pour les systèmes juridiques et éthiques, qui reposent sur l'idée que les individus sont responsables de leurs actions. Il est important de noter que, même si nos choix sont influencés ou déterminés par divers facteurs, cela ne signifie pas que nous devons abandonner l'idée de la responsabilité personnelle. Reconnaître les influences sur nos décisions peut nous aider à mieux comprendre nos comportements et à travailler sur nous-mêmes pour faire des choix de plus en plus éclairés. En conclusion, le libre arbitre invite à une introspection profonde sur la nature de nos décisions et de notre liberté. Elle nous pousse à examiner les forces qui façonnent nos vies et à réfléchir sur la manière dont nous pouvons peut-être exercer une forme de liberté authentique au sein de ces déterminismes. Le solipsisme, du latin solus, signifiant seul, et ips, signifiant soi-même, est une position philosophique qui interroge la nature de notre connaissance et de notre réalité. Cette doctrine soutient que la seule certitude que nous possédons est une existence de notre propre conscience, remettant en question l'existence du monde extérieur et des autres esprits. En d'autres termes, le solipsisme postule que tout ce que nous percevons et expérimentons ne pourrait être que le produit de notre propre esprit, sans réalité objective en dehors de celui-ci. Cette perspective trouve ses racines dans les travaux de René Descartes, notamment dans ses méditations métaphysiques. Descartes, en cherchant une base inéluctable pour la conscience, en est venu à douter de tout ce qui pouvait être mis en question, y compris l'existence du monde extérieur et des autres individus. La célèbre maxime « Cogito ergo sum », je pense, donc je suis, exprime cette certitude de l'existence du soi, pensant comme un point de départ pour reconstruire le savoir. Cependant, cette approche conduit à une forme de solipsisme, où l'on ne peut être certain que de sa propre pensée. Au-delà de Descartes, d'autres philosophes ont exploré cette notion. Georges Berkeley, par exemple,
a avancé que l'existence des objets dépend de leur perception par un esprit. Selon lui, être, c'est perçu, suggérant que la réalité matérielle n'existe que dans la mesure où elle est perçue par une conscience. Cette idée soulève des questions sur la nature de l'existence indépendante des objets de l'autrui. Le solipsisme invite à une réflexion profonde sur la nature de la réalité de ces connaissances. Si nous ne pouvons pas être certains de l'existence des autres esprits, ou encore du monde extérieur, cela remet en cause la possibilité de communication authentique. Comment pouvons-nous comprendre les expériences et les émotions des autres si nous doutons de leur existence réelle? De plus, cela pose la question de la responsabilité morale. Si les autres existent que dans notre esprit, avons-nous des obligations éthiques envers eux? Cette réflexion a des implications sur notre perception de la réalité quotidienne. Par exemple, des avancées technologiques telles que la réalité virtuelle et les environnements immersifs peuvent nous amener à questionner la frontière entre ce qui est réel et ce qui est perçu. Les expériences de simulation ou de rêve peuvent également brouiller les lignes entre la réalité objective de notre expérience. En somme, le solipsisme nous pousse à examiner les fondements de notre connaissance et de notre perception. Il nous confronte à la possibilité que tout ce que nous savons et ressentons pourrait n'être qu'une construction de notre esprit, nous incitant à reconsidérer notre compréhension de l'existence, de l'autre et du monde qui nous entoure. L'homme doit-il évoluer au-delà de sa condition biologique? Le transhumanisme est un mouvement intellectuel et culturel qui prône l'utilisation des sciences et des technologies pour améliorer les capacités physiques, intellectuelles et psychiques de l'être humain. Cette idéologie suggère que l'homme ne devrait pas se contenter de sa condition biologique actuelle, mais chercher à la transcender en exploitant les avancées technologiques. Le terme transhumanisme a été introduit par le biologiste eugéniste Julian Huxley en 1957, qui le définissait comme l'idée que l'humanité pouvait et devait évoluer au-delà de ses limites actuelles par l'application de la science et de la technologie. Le transhumanisme s'appuie sur la convergence de plusieurs domaines technologiques, notamment la nanotechnologie, la biotechnologie, les technologies de l'information et les sciences cognitives. Ces disciplines offrent des perspectives inédites pour modifier et améliorer la condition humaine. Par exemple, les manipulations génétiques pourraient permettre d'éliminer les maladies héréditaires, tandis que les nanotechnologies pourraient réparer les cellules endommagées. De plus, les implants cérébraux pourraient potentiellement augmenter les capacités cognitives, et les interfaces homme-machine pourraient faciliter une interaction directe avec les systèmes informatiques. Cependant, cette quête soulève des questions éthiques et philosophiques profondes. Le concept de liberté morphologique est central dans les débats transhumanisme. Il s'agit du droit individuel de modifier son propre corps et son esprit selon ses désirs, remettant en question les notions traditionnelles d'identité et d'intégrité corporelle. Cette liberté pourrait permettre à chacun de choisir son apparence, ses capacités physiques et même ses émotions, redéfinissant ainsi ce que signifie d'être humain. Les implications sociales du transhumanisme sont également source de réflexion. L'accès inégal aux technologies d'amélioration pourrait creuser les écarts sociaux, créant une division entre ceux qui peuvent se permettre ces modifications et ceux qui ne le peuvent pas. De plus, la possibilité de modifier génétiquement les enfants avant leur naissance pourrait conduire à des pressions sociales pour conformer les individus à des normes spécifiques, limitant ainsi la diversité humaine. Enfin, le transhumanisme invite à réfléchir sur les limites de la connaissance et du contrôle humain. Pouvons-nous réellement anticiper les conséquences à long terme de modifications radicales de notre biologie? Sommes-nous prêts à assumer les responsabilités associées à la création d'êtres humains modifiés technologiquement? Ces questions nous poussent à considérer avec prudence et sagesse. Les directions que nous nous poussons à prendre pour l'évolution de notre espèce. En somme, le transhumanisme nous confronte à des dilemmes fondamentaux sur la nature de l'humanité, l'éthique de l'amélioration et les conséquences sociales de l'utilisation des technologies pour modifier notre condition biologique. Il nous pousse à réfléchir sur jusqu'où nous sommes prêts à aller pour transformer notre corps et notre esprit. La réalité est-elle physique ou bien mentale? La question de savoir si la réalité est de nature physique ou mentale a été au cœur des débats philosophiques pendant des siècles. Le matérialisme est une doctrine philosophique qui postule que la matière est la substance fondamentale de l'univers et que tous les phénomènes, y compris la pensée et la conscience, résultent de l'interaction de particules matérielles.
Selon cette perspective, tout ce qui existe est matériel, et la réalité physique est la seule réalité véritable. Les matérialismes considèrent que les objets et les événements du monde sont indépendants de notre perception ou de notre conscience. Cette vision s'oppose au dualisme, qui sépare l'esprit et la matière comme deux substances distinctes. Le matérialisme rejette l'existence de toute entité immatérielle, telle que l'âme ou l'esprit, en tant que substance séparée. Le matérialisme affirme que la pensée est le produit du cerveau et de ses processus physiques. Par exemple, les émotions et les pensées sont vues comme des résultats de réactions chimiques et électriques dans le cerveau. Cette perspective est souvent associée à une vision scientifique et empirique du monde, où les phénomènes sont expliqués par les lois naturelles et des observations mesurables. En revanche, l'idéalisme est une doctrine philosophique qui soutient que la réalité est essentiellement mentale, spirituelle ou idéale. Selon cette perspective, l'esprit ou la conscience est la substance fondamentale de l'univers et la matière n'existe que comme une manifestation de l'esprit. Les idéalistes croient que la réalité physique est en quelque sorte dépendante de l'esprit et que nos perceptions mentales constituent la véritable nature du monde. Par exemple, l'idéalisme subjectif, comme celui proposé par le philosophe George Berkeley, suggère que les objets n'existent que dans la mesure où ils sont perçus par un esprit. Selon cette vision, l'existence des choses est conditionnée par leur perception. D'autre part, l'idéalisme objectif, tel que celui de Hegel, postule l'existence d'une réalité idéale objective, indépendante de l'esprit individuel mais accessible à la raison humaine. Dans cette perspective, l'histoire et la culture sont vues comme des expressions de l'évolution de l'esprit absolu. Le matérialisme et l'idéalisme offrent des explications opposées sur la nature de la réalité. Le matérialisme insiste sur l'objectivité et l'indépendance de la réalité physique, tandis que l'idéalisme sur la primauté de l'esprit et de la perception. Cette opposition soulève des questions fondamentales sur la relation entre l'esprit et le corps. En tant qu'individus, faisons-nous l'expérience d'un monde qui semble à la fois matériel et mental? Sommes-nous simplement des observateurs passifs d'une réalité matérielle? Ou bien notre conscience joue-t-elle un rôle actif dans la création et la perception de cette réalité? Cette question invite à une exploration approfondie de nos croyances, de nos perceptions et de notre compréhension de l'univers. En fin de compte, la réalité est-elle physique, comme le dit le matérialisme, ou bien mentale, comme le dit l'idéalisme?